Alors, le projet du jour. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de projet de la semaine. Aujourd'hui, on va parler de 2 projets. Alors non, déjà, je fais une petite parenthèse. Mais désolé, je suis obligé de la faire. Pourquoi? C'est pas parce que je parle d'altcoin que l'altcoin va performer, surtout dans cette situation actuelle où la liquidité est plutôt concentrée sur les grosses capitalisations ou sur les altcoins, mais sur très peu d'altcoins. Donc, ça ne veut pas dire que c'est parce que je vous parle d'un altcoin avec un projet, enfin avec une proposition de valeur qui est innovante, ce qui est le cas, que cet altcoin va performer. D'accord? Je ne peux garantir rien du tout, et encore moins dans les temps actuels. Ça sert à rien de vous jeter sur l'alt dont je parle, parce que c'est tout simplement, je pense, pas rentable de ne pas faire votre due diligence et vos recherches en amont dessus, tellement c'est compliqué actuellement. On va parler de 2 projets qui sont dans un domaine assez niche, mais qui peut devenir vraiment massif. C'est un secteur qui est à l'intérieur de l'IA. C'est le secteur des agents autonomes. On en a déjà parlé. Ce qui a le plus explosé aux yeux du grand public dans l'IA, c'est les IA génératives, les chats GPT, etc. Est-ce qu'il y a une charte? Voilà. Les IA génératives, les chats GPT, mid-journée, génère-moi une image de Bitcoin qui flotte dans l'air pour mon thread. Chat GPT, fais-moi ma thèse de 200 mots. De 200 mots, c'est pas beaucoup, de 200 pages. C'est les IA génératives. Ok. Sauf que, en fait, le développement des IA génératives, il est absolument impossible sans le développement des agents autonomes. Les agents autonomes, en gros, c'est des agents IA qui vont être conçus à l'intérieur d'un modèle de machine learning pour accomplir un usage un peu unique, d'accord? Pour aller chercher une data, pour actualiser en temps réel telle information, etc. Et en ce moment, il y a un peu ce focus autour des agents IA. On le voit sur cet article que les agents autonomes peuvent très bien avoir ce qu'ils appellent leur chat GPT moment pour les investisseurs, ou en tout cas, ils sont scrutés une explosion en termes d'intérêt. En gros, les agents IA, c'est vraiment une version avancée des IA génératives qui peut faire plusieurs tâches complexes, qui peuvent devenir assez dépendants en fonction de ce qu'on leur demande de faire. Et on le voit ici, l'un des futurs gros domaines d'application assez massifs des agents IA, c'est celui des chatbots. Donc en gros, des assistants personnalisés IA qui peuvent vous aider dans tout ce que vous voulez, dans votre taf, dans votre vie, dans la recherche de data. Vous voyez qu'on a des chatbots pour la vente, pour le marketing, dans la rédaction créative. D'ailleurs, Claude, c'est pas mal du tout. Dans l'expérience utilisateur, dans l'éducation, dans les soins, bref. Il y a des chatbots pour tout. C'est en gros des IA génératrices qui sont spécialisées dans un domaine. Et notre projet du jour, il vient créer justement un réseau d'agents autonomes qui a la possibilité, en tout cas qui ont, ces agents autonomes, la possibilité d'apprendre et d'évoluer les uns avec les autres pour collaborer et pour personnaliser leurs services. C'est le projet Théorique. Théorique, en gros, c'est un projet qui a levé 10 millions de dollars, qui a un gros partenariat avec ChainML, qui est un laboratoire de recherche en IA très prometteur, et qui veut justement utiliser des agents autonomes coopératifs. Donc ils ont créé en gros une plateforme open source où on a des agents qui peuvent collaborer, qui peuvent interagir entre eux, qui peuvent gérer des transactions, etc. Et vous voyez que le Infinity Hub, en gros, il y a 3 principales composantes sur Théorique. Il y a le Infinity Studio, qui va être justement une plateforme de création et de gestion d'agents. On a une plateforme de couche pour les agents, qui s'appelle le IA Agent Base Layer, et on a le Infinity Hub, que vous voyez ici, qui est un marché, du coup, pour venir connecter les agents spécialisés avec ceux qui en ont besoin, une sorte de marketplace d'agents autonomes. Ce que je trouve extrêmement pertinent dans le monde, dans le principe où si les chatbots spécialisés dans la recherche, dans la médecine, dans la santé, dans ce que vous voulez émergent, on va avoir besoin de spécialisation, et spécialisation égale agent autonome. Et donc les projets qui lancent des chatbots vont avoir besoin d'agents autonomes très spécialisés, et ils auront besoin d'une marketplace d'agents autonomes. C'est ça qui est vraiment très important. Donc je vais pas vous faire un point complet sur la tech en live, je vous invite à aller voir le magnifique white paper que je me suis tapé, enfin le light paper, ça c'est le light paper que je me suis tapé. J'en ai lu beaucoup trop des light papers comme ça, qui est assez intéressant, mais je peux pas vous mentir, un peu tech, faut s'accrocher. Mais globalement, c'est un projet qui est très intéressant, qui a des très bons partenariats. Ils ont un partenariat par exemple avec Filecoin, ils vont utiliser les données de Filecoin pour venir former leurs agents IA. Ils ont un partenariat avec Nozana qui est une plateforme qui permet d'avoir de la puissance de calcul décentralisée pour venir chercher de la ressource, maximiser les pertes des agents, etc. Et ils ont un partenariat avec ZeroG, qui est une plateforme de stockage Web3 pour le perfectionnement des agents que je connais un petit peu moins, pour être honnête avec vous. Donc c'est un projet qui est, je trouve, très prometteur. Ils ont participé à des gros programmes d'accélérateurs comme le programme de Nvidia, le Nvidia Inception, je crois que ça s'appelle, le programme de Google aussi, de Google Cloud. Ils ont levé 10 millions, ce qui est, je trouve, cohérent pour un projet de ce type, et ils devraient lancer leur testnet en 2024, sûrement en fin d'année. Donc oui, pour l'instant, désolé les potes, pas de jetons, mais rappelez-vous quand même qu'on avait parlé d'AO Computer quand absolument personne n'en parlait, et quand il n'y avait pas de token, et maintenant il y a toute la hype et toutes les histoires de airdrop, etc. Donc des fois, il y a quand même vraiment un truc à faire quand absolument personne n'en parle et quand le projet va lancer son testnet. Et le game des agents autonomes, il est déjà très bien en place.
pour ceux qui connaissent, il y a Fate, il y a Autonolas, Morpheus, si ça s'appelle Morpheus. Et il y a aussi le deuxième projet, parce que c'est cadeau, je vous en donne un deuxième d'Alcoin, qui s'appelle Phala Network, qui est un peu plus connu, que vous connaissez peut-être. On va faire un petit point assez rapide sur Phala, parce que c'est un projet que je trouve assez intéressant dans le même délire. Phala, c'est globalement de la vérification de calcul off-chain en venant utiliser des processeurs décentralisés. Donc en gros, c'est pas exactement un concurrent, parce que Theory qui crée des réseaux d'agents autonomes. Phala, eux, ils vont se concentrer plutôt sur la vérification des calculs et des résultats des agents. Donc il y a une grosse synergie possible, vous en doutez, surtout que, encore une fois, on en a besoin de ces vérifications. L'architecture de Phala, elle est faite exactement justement pour décharger les tâches un petit peu complexes. C'est une sorte de layer de IA entre grands guillemets qui vient diminuer les coûts et qui vient faire les calculs en dehors de la blockchain et directement envoyer la preuve. Ils ont un agent qu'ils appellent le AA Agent Contract, il est où? Qui en gros va se focaliser sur le contrôle et sur la monétisation des interactions des agents IA. Donc pour le coup, Phala à un token. Encore une fois, je vous présente le projet et vous êtes libre de faire vos recherches dans un potentiel investissement, mais c'est plus pour vous présenter la valeur ajoutée du projet qui s'appelle Phala, qui s'appelle le PHA, qui est à 82 millions de market cap, qui a pas mal de volume et pas mal de liquidité, qui a été lancé en 2021. Globalement, le market cap a pas mal évolué, il faudra aller voir les vestings. À mon avis, il y a eu beaucoup de vesting. Quand vous voyez ça là, quand vous voyez en gros, vous regardez le market cap, il a augmenté et que vous regardez le prix qui est comme ça, c'est qu'il y a eu énormément de vesting qu'il va falloir surveiller et un projet qui a globalement la même charte que tous les altcoins qui potentiellement peut aller chercher pas mal de traction parce qu'il est dans un momentum assez sympa. Je vois quelqu'un qui dit où on peut acheter ces tokens. Quand tu vois un projet comme ça, tu vas sur CoinMarketCap, tu vas tout en bas, tu vois les différentes exchanges sur lesquelles tu peux les acheter, tu regardes toujours le volume pour avoir beaucoup de volume. Là, le niveau de confiance, bon là c'est Binance, OKX, etc. mais c'est pas tout le temps le cas. Et tu regardes la liquidité. Sachant qu'on est quand même dans une période où les agents autonomes sont... Enfin, où l'IA et les tokens IA, je pense, vont repartir quand les altcoins repartiront. Si les altcoins repartent, c'est encore un autre débat. Théorique, Phala, tous ces projets d'agents autonomes, on a vu Fate aussi. Fate qui a fusionné avec ASI, qui font des choses que je trouve très bien, on va en parler juste après. Ces projets-là, qui, à mon avis, peuvent aller chercher pas mal de traction. Et je fais un petit parenthèse sur Fate qui est devenu ASI. Je trouve extrêmement pertinent la façon dont ils sont en train de faire la fusion. Pour faire un rappel, ASI c'est la fusion de 3 tokens, Océan, Agix, donc le projet Singularity, et Fetch, le projet Fetch.ai. 3 tokens IA qui ont fusionné, c'est la première fois qu'on a des projets IA qui fusionnent. Et en fait, c'était cet été, on n'avait pas trop d'informations sur ASI. T'avais l'impression que, je sais pas, il y avait une vibe un peu bizarre. Sauf que si t'allais sur leur site, tu voyais que les mecs juste ils délivraient des produits fonctionnels. Océan, ils auraient des nouvelles fonctionnalités, il y avait plein de nouvelles features. Et je trouve extrêmement pertinent la façon dont ils ont géré ça. Ils ont laissé les choses se faire. Ils ont pas paniqué, ils ont continué de délivrer en sachant qu'il allait y avoir énormément de spéculation à ce moment-là. Le moment en gros où il a commencé à y avoir la conversion. Et ils communiquent simplement là où il faut le faire. Et je trouve que la communication de ce projet sur cette fusion est très pertinente et extrêmement bien faite. Donc ça fait plaisir parce que c'était pas gagné d'avance en vrai ce qu'ils allaient faire. Voilà les gars, c'était le projet de la semaine. Théorique, donc Théorique, je peux vous envoyer le lien si vous le souhaitez. Il n'y a aucune collaboration, c'est toujours précisé quand c'est le cas. Et Phala Network, qui est aussi un projet assez intéressant. Donc, on avait dit, il y a 3 grosses annonces qui sont faites en septembre. On a le taux de chômage qui a eu lieu le 6 septembre, si je dis pas de bêtises. On a demain le CPI, donc l'inflation, et on a, je crois que c'est le 18 septembre, la Réserve fédérale qui ajuste ses taux d'intérêt, qui les diminue peut-être. C'est pas sûr et certain. Première chose, c'est le taux de chômage aux États-Unis qui est très important. En fait, le taux de chômage, les nouveaux emplois, c'est vraiment l'un des plus gros baromètres pour mesurer l'état de santé d'une économie entière. Tout simplement parce que plus il y a de gens qui travaillent, plus il y a de gens qui produisent, plus il y a de gens qui produisent, plus il y a de gens qui achètent. Logique. Le taux de chômage, il était à un seuil d'alerte de 4,3% en août, donc c'était extrêmement alertant, ça avait allumé des alarmes de récession, la fameuse Sam Rule, etc. Et on attendait énormément les résultats, on est descendu à 4,2%, ce qui est une plutôt bonne nouvelle, mais ce qui est un peu moins une bonne nouvelle par contre, c'est les non-farm payroll qui donc voilà, ont augmenté par rapport au mois d'août, donc ce qui est assez rassurant, où on se dit ok bon les États-Unis créent quand même des nouveaux emplois, on n'est pas dans un système de pure récession où il n'y a plus d'emplois, mais qui sont par contre en dessous des attentes qui étaient de 164 000 nouveaux emplois créés, on a eu 142 000. Évidemment, c'est toujours un peu biaisé, donc un résultat un petit peu en dents de scie, parce que tout le monde regarde ça en se demandant si, ça y est, c'est la récession ou c'est pas la récession. C'est globalement ce qui se passe. Sauf qu'on a des résultats sous les attentes, donc pas spécialement top, mais avec un nombre de nouveaux emplois qui est supérieur au mois dernier. Donc il montre quand même qu'on a une croissance et des potentielles évolutions. C'est pour ça que, en fait, c'est assez compliqué de venir faire des conclusions aujourd'hui sur la situation. Il va falloir prendre en compte le CPI de demain, qui a de fortes chances d'être un petit peu plus bas que ce qu'il était, notamment à cause de l'inflation du secteur automobile. Vous savez qu'en gros, le CPI, ils prennent un panier pouvoir d'achat entre grands guillemets et ils mesurent son évolution. Ils mesurent l'évolution d'un panier de biens et l'évolution du pouvoir d'achat d'un panier de biens pour mesurer
améliorer l'inflation. Et donc en gros c'est pondéré, c'est-à-dire que par exemple la bouffe, courses, etc. vont avoir un gros pourcentage de l'impact, parce que forcément c'est ça qui mesure beaucoup le taux d'inflation, les loisirs un peu moins, l'électricité, l'immobilier, etc. Et donc il y a de fortes chances que le CPI de demain soit positif, dans le sens où qu'on ait une baisse de l'inflation. Je crois qu'il y a des attentes, il me semble, à 2,6%, donc ce qui est quand même très 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 intéressant, parce qu'on descend de 2,9 à 2,6 et on se rapproche petit à petit de la fameuse target de la Réserve fédérale de 2%, ce qui nous montre qu'on est quand même dans une politique intéressante. On touche presque le plafond, on frôle un peu la catastrophe, les orties. J'essaie de trouver une métaphore un peu cool, mais j'ai rien. Donc on frôle un peu les orties, mais pour l'instant on tombe pas dedans. Donc il va falloir prendre en compte comment les choses vont se passer demain pour voir également, surtout oui et non, mais comment la Fed va s'ajuster pour cette fameuse baisse des taux du 18 septembre, qui a été un petit peu plus anticipée au-dessus. Alors le marché price une baisse des taux de 0,25, mais la probabilité d'avoir une baisse des taux de 0,5 a augmenté. Vous voyez ce que je veux dire, même si on a quand même beaucoup plus de chances d'avoir une baisse des taux de 0,25. Mais de toute façon, il y a quand même une courbe dont je vous ai montré la semaine dernière qui est, je trouve, extrêmement parlante pour ça. C'est que là, vous voyez l'évolution du prix de Bitcoin en fonction de la pression monétaire. Donc en gros, on a Bitcoin en noir, là, ici, tac, 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 tac. On a en bleu la M2 Global Supply, donc en gros l'entièreté des liquidités qu'il y a dans le monde, tout simplement, et en vert l'impression monétaire. Et vous voyez que Bitcoin a pris de la valeur et a connu des grosses périodes ici et ici, dans des grosses périodes d'impression monétaire. On a besoin de liquidité pour augmenter, on a besoin d'argent frais, on ne peut pas aller à l'encontre de la liquidité, c'est quasiment impossible, il n'y a pas de nouvel argent, on ne demande pas, c'est comme ça. Et donc c'est pour cette raison que personnellement je suis extrêmement optimiste pour le prochain cycle, parce que on est dans une configuration qui est très propre de cycle baissier de taux d'intérêt, qui pourrait nous amener de la nouvelle liquidité. Je vous rappelle que l'argent est créé uniquement via des crédits, donc en gros si les crédits sont plus accessibles parce qu'on a diminué les taux, on crée du nouvel argent. Par contre, je sais vraiment pas si on aura des gros mouvements pendant cette fin d'année, parce que les conséquences de la baisse des taux risquent de prendre quand même quelques mois et se manifester un petit peu plus tard. Mais on est quand même, selon moi, dans une situation qui est assez propice. Mais je trouve que cette charte est pas assez regardée par rapport aux annonces de CPI, de taux d'intérêt, etc. Elle est hyper parlante. Bitcoin n'a jamais pris de la valeur dans des périodes où on n'avait pas d'impression monétaire. Et là, on est dans cette période-là, où on a quand même un début de tendance haussière qui pourrait se matérialiser avec la baisse des taux, mais on en a besoin. On a besoin, et il y a quand même des chances qu'en fin d'année, on l'ait, ce qui est aussi corrélé avec cette période de 150-170 jours post-halving qui, en général, déclenche le cycle haussier.